Parlons d'un sujet d'actualité, le prix de l'essence. Voilà ici le prix de la mobilité, c'est-à-dire le prix du carburant, exprimé non pas en euros courants, parce que les euros courants je m'en fiche, les salaires sont aussi courants, donc ça ne va rien nous dire, mais en minutes de travail. Ça va nous dire quelque chose. Combien de temps je dois travailler pour m'acheter un litre de carburant? Eh bien vous voyez qu'en 1970, avant le premier choc pétrolier, le litre de carburant valait considérablement plus cher qu'aujourd'hui. Considérablement plus cher qu'aujourd'hui. Donc quand les gens, là aussi le journaliste vous dit l'essence n'a jamais coûté aussi cher qu'aujourd'hui, en euros courants c'est vrai, mais enfin sauf période de stagflation, les prix en euros courants ne font que monter, ils n'ont jamais fait que ça, donc voilà. Hein. Par contre, quand vous regardez en minutes de temps de travail, c'est-à-dire en prix ramené au pouvoir d'achat, en affectation budgétaire, là ça n'a jamais coûté aussi peu cher qu'aujourd'hui, sauf la remontée récente. Mais vous voyez que la remontée récente n'efface pas ce qui s'est passé de manière structurelle sur les 35 ans qui viennent de s'écouler. Et avant, ça avait encore été beaucoup plus rapide. Donc, encore une fois, il faut faire très attention quand on regarde les indicateurs qu'on vous propose, pour bien comprendre comment ils ont été bâtis. Il y a un certain nombre d'indicateurs auxquels on fait dire ce qu'ils ne sont pas faits pour dire. Et je vais vous donner tout à l'heure, à la fin de cette deuxième heure, en particulier sur un truc qui est l'alpha et l'oméga des indicateurs macroéconomiques, qui est le PIB, je vous montrerai en quoi ça n'est pas fait pour mesurer le problème qui nous intéresse. C'est fait pour mesurer des tas de trucs, ça a des tas d'avantages, mais pas le problème qui nous intéresse. Alors, la diminution du prix de l'énergie a par exemple permis dans votre vie quotidienne cette chose-là. Alors vous êtes normalement beaucoup plus familier des logarithmes que moi je m'en sers pas très souvent. Vous avez ici en abscisse les années et en ordonnée le nombre de kilomètres quotidiens par personne, c'est une moyenne évidemment, en fonction du mode de transport. Donc vous avez par ici la marche en blanc. Donc vous voyez qu'en 1800, un Français marchait en gros 2 km par personne et par jour. Comme c'était le seul moyen de transport accessible à l'immense majorité des Français, je suis en train de vous dire que le monde de 1800 était un monde extrêmement statique. Hein, les gens ne prenaient même pas leur cartable pour faire 5 km aller-retour pour aller à l'école tous les jours. C'était même pas ça. D'abord, en 1800, il n'y avait pas beaucoup qui allaient à l'école. Donc les gens étaient extrêmement statiques. Encore une fois, la condition de vie standard du Français d'il y a 2 siècles, c'était d'être paysan, 70% de la population, mais qu'il avait une baraque à sa disposition avec une pièce dans laquelle il vivait à n'importe quoi entre 2 et 10. Il n'y avait pas de congé payé, il n'en était pas question, il n'y avait pas d'école, voilà, et puis on bossait dans le champ d'à côté. Voilà, c'était ça la condition de vie de l'essentiel de la population française. Il n'y a que dans les récits historiques qui ont été faits par les gens qui savaient écrire que vous avez des nobles, des combats de KPDP, etc. Après est apparu donc le cheval, qui a été le mode de transport des gens qui avaient un peu les moyens, puis est apparu le train. Le train a permis à un certain nombre de gens de gagner en mobilité, mais vous voyez que rapporté à l'ensemble de la population française, c'était toujours pas grand-chose. Puis est apparu le cycle, puis est apparue la voiture particulière, alors là on a aussi mis le bus, mais bon, et c'est aux alentours de 1960 que la voiture particulière a supplanté la marche comme mode de transport dominant. C'est très récent, hein. 1960, c'est en gros, enfin 1950 et quelque chose, c'est même pas l'année de naissance d'un certain nombre de gens qui travaillent dans cet établissement. Hein. Donc c'est extrêmement récent. Et puis vous voyez derrière l'avion qui est arrivé. Et aujourd'hui, et ça c'est un fait qui est une novation dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que ça arrive, ça fait quelques dizaines d'années que ça arrive, si je vous paraphrase tout de suite, enfin si je reprends tout de suite cette citation d'un célèbre ingénieur des mines qui était André Giraud, il avait dit en ce qui concerne les hydrocarbures, le pétrole il y a 50 ans il n'y en avait pas, et dans 50 ans il n'y en aura plus. Eh bien, il est vraisemblable que cette hiérarchie des modes de transport que nous connaissons aujourd'hui n'est pas quelque chose qui va durer pour l'éternité. C'est assez vraisemblable. Ce qui pose évidemment un vrai problème, parce que toute l'organisation spatiale de nos activités aujourd'hui, elle est conçue pour ça. On a structuré tous nos investissements, puis on continue à le faire. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, en même temps qu'on fait la loi pour le Grenelle, on continue à dire qu'on va construire quelques autoroutes et quelques ceci. Donc, on continue à structurer nos activités en fonction d'un monde où l'énergie continue à ne rien coûter pour quelques dizaines d'années, alors que c'est vraisemblablement pas ça qui va se passer. Et c'est bien évidemment ce décalage entre la vision conventionnelle de l'avenir et ce qu'on peut en savoir quand on s'intéresse un peu aux contraintes qui risque de nous poser problème.
vous voyez ici la quantité d'énergie consommée pour déplacer une personne sur 1 km en fonction du mode de transport considéré. C'est des analyses qui ont été faites, si ma mémoire est bonne, par un monsieur Francis Papon de l'INRETS. Je ne vous ai pas mis la source. C'est un peu essentiel, hein, puis il y a quelques petits calculs que j'ai fait moi. Eh bien, vous voyez en gros que, je dis bien en gros, le sens de l'histoire, c'est d'aller de la gauche vers la droite. La bicyclette et la marche, je vous ai montré tout à l'heure que c'était les modes les plus anciens, sont antérieurs au train, qui vient derrière dans l'efficacité énergétique. Puis, vous allez avoir les bus, qui sont apparus après, chronologiquement. Puis vous allez avoir la voiture, qui est apparue, et l'avion, qui sont les modes de transport les plus récents. Eh bien, vous voyez que le sens de l'histoire, c'est de consommer de plus en plus d'énergie pour faire 1 kilomètre. Et ça, bien évidemment, ça n'est permis que parce que le prix de l'énergie baisse en termes réels. Hein. L'un et l'autre sont le pendant logique, ils vont ensemble de manière parfaitement logique. C'est du reste très exactement la même chose en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Vous avez ici les émissions de gaz à effet de serre par passager kilomètre. Alors faites attention au bateau. Le bateau, en fait, c'est un calcul un peu spécieux parce que c'est le passager marginal sur un bateau qui transporte autre chose. Si vous allez sur le NGV pour aller passer vos vacances en Corse, vous êtes plutôt du côté de l'avion. Mais sinon, pour le reste, c'est quelque chose qui reste vrai. Donc vous voyez ici l'efficacité énergétique du train, bien remplie. Par exemple, le train français, Cocorico, est nettement supérieur à l'efficacité énergétique du train mal rempli, qui en plus fonctionne, parce que là c'est le CO2, dans un pays dans lequel l'essentiel de l'électricité est faite avec du charbon et du gaz, et une partie des locomotives fonctionne au diesel. Donc vous avez quand même, ça explique une grosse partie de la différence, mais aussi le taux de remplissage. Et plus vous allez vers la droite, plus vous avez affaire à des moyens de transport modernes. Hein. Donc, plus c'est moderne, plus ça émet. Vous avez encore le même genre de conclusion qu'on peut vous proposer avec la masse des voitures. Vous avez ici les émissions. Alors ça correspond à la consommation, parce que c'est très exactement comme ça que c'est fait, au niveau de la règle de calcul. Les émissions par véhicule diesel et par kilomètre en cycle urbain, en grammes équivalent carbone. Du gramme équivalent carbone, je vous en donnerai un petit peu plutôt vers la fin du cours, enfin vers la fin du programme. Et vous avez là-dedans à la fois les émissions de combustion du carburant dans le moteur de la voiture, ça ce qui est dans la barre mauve, mais également les émissions de production du carburant, donc la raffinerie et l'extraction pétrolière, et enfin les émissions de fabrication de la voiture, parce qu'il faut bien la fabriquer, la voiture, avant qu'elle roule, et ça c'est la petite partie verte que vous avez au sommet de la barre. Donc vous avez ici les émissions en cycle urbain par véhicule et par kilomètre. Donc vous voyez qu'entre la micro-voiture de 3 chevaux et le gros machin qui peut monter sur les trottoirs, eh bien vous avez en gros un facteur 3 en ce qui concerne les émissions par kilomètre. Et là aussi, le sens de l'histoire, c'est d'aller de la gauche vers la droite, comme le montre par exemple cette très belle courbe qui vous illustre la manière dont a évolué la masse à vide des véhicules vendus en France dans l'année, hein, sur une période très courte. 1990-2000, eh bien vous voyez que la masse à vide du véhicule vendu a augmenté d'à peu près 20%. Donc en gros, sans mauvais jeu de mots, le sens de l'histoire, c'est d'aller vers des véhicules qui sont aussi gros et aussi puissants que le budget des gens permet d'avoir. Ce qui veut dire que la baisse du prix réel de l'énergie est quelque chose qui se traduit notamment par l'acquisition de véhicules qui sont plus lourds et plus puissants. Une 2 chevaux, ça consommait 5 litres au 100. La voiture de Monsieur Tout-le-Monde aujourd'hui, ça consomme aussi, enfin Monsieur Tout-le-Monde un peu plus, mais ça consomme un peu plus de 5 litres au 100. Et l'efficacité énergétique que vos prédécesseurs ont déployée à grands frais chez Renault et Peugeot ne s'est pas investie dans le fait qu'on achète aujourd'hui des 2 chevaux qui consomment 1,5 litre au 100. Elle s'est investie dans le fait, à cause de la baisse du prix de l'énergie, dans le fait qu'on achète toujours des voitures qui consomment 5 à 6 litres au 100, sauf qu'au lieu de faire 500 kg, ça fait plus d'une tonne, et au lieu de plafonner à 90, comme la 2 chevaux de mes études, eh bien ça va jusqu'à 160. Et ça, c'est la différence, je vous dis encore, enfin, c'est la manière dont fonctionne le consommateur que nous sommes tous, on y reviendra un certain nombre de fois, dans un contexte de baisse du prix réel de l'énergie. Alors, la voiture, c'est la consommation d'énergie emblématique. Mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on ne consomme pas de l'énergie que dans les transports. On en consomme aussi, par exemple, dans ce qu'on est en train de faire en ce moment. Enfin, sauf qu'en cette saison, on n'en consomme plus. Mais mon prédécesseur, qui était à ma place au mois de décembre, et vous à la vôtre, là, il y avait consommation d'énergie, parce qu'il fallait chauffer la pièce. Hein.
Donc cette consommation d'énergie, vous l'avez moins de manière intuitive, parce qu'il y a une chaudière quelque part dans les sous-sols de cette école et vous ne passez pas à côté tous les jours. Soit dit en passant, les gens associent très facilement carburant avec l'automobile, parce qu'en fait, ce à quoi on est vraiment sensible en ce qui concerne l'automobile, c'est tout sauf la consommation de carburant. C'est la congestion, c'est le bruit, c'est la pollution locale, c'est le fait que l'andouille qui est devant soi, lui, il n'avait aucune raison de prendre sa voiture alors que nous aussi. Voilà, c'est à ça qu'on est sensible et c'est pour ça que les gens assimilent l'automobile à des tas de nuisances qu'en fait, en ce qui concerne l'énergie et les émissions de CO2, on va retrouver dans des tas d'autres usages, sauf que ces usages, ils sont moins associés à des nuisances quotidiennes pour nous. Maison, quand ça émet du CO2, ça ne fait pas de bruit, ou pas beaucoup, et ça fait peu de pollution locale. Ici, vous avez donc un autre usage. Excusez-moi, je suis en train d'anticiper sur une courbe qui ressemble à ça, qui est le parc de logement. Donc là, c'est pour finir simplement sur l'augmentation du parc de voitures. Je reprends à zéro. Donc là, on a juste le nombre de bénéficiaires des voitures. Et ce que je voulais vous montrer avant de passer au logement, c'était ça. Vous avez sur cette courbe quelque chose qui est très intéressant, qui est en fonction du PIB par habitant et par an, que vous avez sur cet axe horizontal. Et c'est en milliers, donc là vous êtes à 9 000 $ de PIB par personne et par an, là 11 000, là 13 000, etc. La quantité de kilomètres par personne et par an en voiture, en milliers également. Donc là vous êtes à 6 000 kilomètres en voiture par personne et par an, 8 000, etc. Eh bien vous voyez qu'à peu près partout dans les pays de l'OCDE, où cette analyse a été faite, quand les gens gagnent plus d'argent, ils se déplacent plus. Et donc ça pose dès à présent la question de savoir si on peut obtenir une baisse de la mobilité motorisée dans un contexte de croissance du PIB, ce n'est pas du tout évident. Or, comme là-dessus, vous allez avoir une contrainte physique, vous voyez qu'on commence à arriver sur le terrain de est-ce que la croissance économique, elle est possible dans un contexte de baisse de la pression physique ou pas, la fameuse dématérialisation. Alors que ce n'est pas évident. Alors là, pardon, j'anticipais sur ce graphique-là, je suis désolé, c'est parce qu'ils se ressemblent. Ici, vous avez donc un deuxième poste de consommation d'énergie très important et un deuxième poste d'émission de CO2 très important, qui est le parc de logement. Donc après cette longue introduction que j'ai faite il y a 3 minutes, comme quoi c'est quelque chose de très important aussi, mais on y est moins sensible dans le langage quotidien, parce qu'encore une fois, il y a moins de nuisances immédiates qui y sont associées. Vous voyez que le parc de logement a doublé en l'espace de une petite trentaine d'années. Évidemment, quand vous avez 2 fois plus de mètres carrés dans les logements, vous avez 2 fois plus de mètres carrés à chauffer. Donc, sauf à ce que l'efficacité thermique des bâtiments est significativement augmentée, vous allez augmenter la quantité d'énergie et les émissions de CO2 associées.